Et si la puissance militaire, à elle seule, ne suffisait plus pour garantir la victoire? C'est une idée assez radicale, et c'est pourtant celle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une idée qui remet en cause, presque tout ce qu'on pense savoir sur les guerres d'aujourd'hui. Alors, la question est provocante, c'est vrai. Les États-Unis ont-ils déjà perdu la guerre contre l'Iran? Oui, perdu, avant même que le conflit ne soit réellement terminé. Ça peut paraître fou, mais derrière cette affirmation, il y a une analyse stratégique implacable, froide et en fait terriblement logique. Bon, pour bien comprendre comment on en arrive là, il faut revenir un peu en arrière. Il faut déconstruire une idée reçue, une véritable illusion qui circulait au tout début, l'illusion d'une victoire. Facile et rapide. Au départ, le plan semblait simple, presque écrit d'avance. On imaginait une campagne de choc et d'effroi, un peu comme au début de la guerre en Irak en 2003. Une démonstration de force, une puissance aérienne américaine et israélienne absolument écrasante qui mettrait l'Iran à genoux en un claquement de doigts. Sauf que voilà, ce scénario, qui paraissait si parfait sur le papier, c'était une illusion totale. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le politologue John Mearsheimer l'a résumé de façon magistrale. En gros, l'idée c'est ça. Washington a toujours la capacité d'infliger des destructions absolument massives. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus comment transformer cette force de frappe en victoire politique. C'est comme si le lien entre la force militaire et le succès politique était rompu. La force brute, à elle seule, ça ne marche plus. Et du coup, on assiste à un basculement complet. Fini l'idée d'une guerre éclair, on entre dans une toute autre logique, celle de la guerre d'usure. Et ça, c'est un jeu qui change toutes les règles et qui favorise complètement la stratégie iranienne. La guerre d'usure, c'est pile la stratégie de l'Iran. L'idée, ce n'est pas de chercher la grande confrontation, le face-à-face, non. L'objectif, c'est de tenir, de survivre et surtout d'épuiser l'ennemi. Le but du jeu, ce n'est pas de gagner la bataille décisive, c'est de rendre le coup de la guerre tellement insupportable pour l'autre camp qu'à la fin, il est obligé d'abandonner. En fait, l'Iran ne joue pas une partie d'échecs, il court un marathon économique, logistique et psychologique. Et cette stratégie, elle a des conséquences bien réelles, qu'on peut mesurer. Prenez cette analyse du centre de recherche britannique RUSI, c'est juste hallucinant. En seulement 16 petits jours de conflit, plus de 81% des stocks des intercepteurs Arrow, qui sont extrêmement chers et sophistiqués, avaient déjà été utilisés. 81% en 2 semaines. C'est une véritable hémorragie de matériel de pointe. À ce rythme-là, c'est tout simplement intenable. Et là, on arrive à la logique économique. Et elle est implacable. C'est simple. Pour arrêter un missile iranien qui coûte, disons, 100 000 $, il faut tirer un intercepteur Arrow 3 qui, lui, coûte environ 3,5 millions de dollars. Le calcul est vite fait, n'ose pas? C'est une équation complètement asymétrique et sur le long terme, elle est perdante pour celui qui se défend. Chaque interception est une réussite, bien sûr, une victoire tactique, mais c'est aussi un clou de plus dans le cercueil économique. Alors concrètement, comment l'Iran s'y prend-il? Quels sont les outils à sa disposition pour mener cette guerre asymétrique? On va regarder ça de plus près. Le premier atout de l'Iran, et c'est un atout de taille, c'est tout simplement sa géographie. Le pays est une forteresse naturelle. Il est entouré de chaînes de montagnes quasi infranchissables, de déserts immenses et hostiles. Bref, pour une armée d'invasion, c'est un cauchemar logistique. Ajouté à ça une grande profondeur stratégique, les villes importantes, les industries, tout est loin des frontières, c'est ça leur première ligne de défense. Donc, une invasion terrestre, on peut quasiment oublier, c'est beaucoup trop compliqué. Mais en réalité, l'arme la plus redoutable de l'Iran, sa véritable carte maîtresse, elle n'est pas sur terre, non, elle se trouve sur mer. Et cette carte maîtresse, c'est bien sûr le détroit d'Ormuz, c'est le point névralgique. On pense souvent que c'est juste l'autoroute du pétrole. Et c'est vrai, un quart du pétrole mondial y passe. Mais ce n'est pas tout, loin de là. C'est aussi un passage crucial pour le gaz naturel et, c'est ça le plus fou, pour un tiers des engrais de la planète. Un tiers! Quand on réalise ça, on comprend que l'Iran ne tient pas seulement le robinet de l'énergie mondiale, il a potentiellement une prise sur la sécurité alimentaire de toute la planète. Grâce à ça, l'Iran a une sorte de pouvoir de destruction économique assuré sur ses voisins. Frapper les infrastructures pétrolières du Golfe, c'est l'évidence même. Mais la vraie pression, le vrai levier, ce n'est même pas le pétrole, c'est l'eau. Pour des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït, presque toute l'eau potable vient d'usines de dessalement. Des usines qui sont incroyablement vulnérables. Frapper ces usines, ce n'est plus une question économique, c'est menacer la survie même de ces nations. Le pouvoir de dissuasion est juste colossal. Évidemment, un conflit d'une telle magnitude, ça ne reste jamais une affaire locale. Les ondes de choc se propagent partout et viennent redessiner toute la carte des équilibres mondiaux.
Il faut bien voir ça comme un grand échiquier. Chaque dollar, chaque missile, chaque heure de concentration politique dépensée au Moyen-Orient, eh bien c'est un dollar, un missile, une heure qui n'est pas dépensée ailleurs. C'est un jeu à somme nulle. Et dans ce genre de jeu, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et quand on fait les comptes, le bilan est assez clair, pour ne pas dire limpide. Pour la Russie et la Chine, c'est une aubaine, un cadeau. Pendant que les États-Unis s'enlisent, ça leur laisse le champ libre ailleurs. Pour l'Europe, par contre, c'est un véritable cauchemar, que ce soit sur le plan économique ou énergétique. Et pour les États-Unis eux-mêmes, le bilan est terrible. C'est une hémorragie de ressources, d'argent, de crédibilité. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Aucun gain stratégique en vue. Et tout ça, ça nous ramène forcément à la question qu'on se posait au début. Si la victoire politique est impossible à atteindre et si le coût pour continuer est absolument démesuré, est-ce que ça ne veut pas dire que la défaite stratégique est déjà là, qu'elle est déjà consumée? Parce que c'est exactement ça, une défaite stratégique. Ça n'a rien à voir avec gagner ou perdre des batailles. On peut gagner toutes les escarmouches, détruire toutes les cibles qu'on veut, mais si tous ces petits succès ne mènent pas à l'objectif final, dans ce cas, la capitulation de l'Iran, alors la stratégie globale est un échec. C'est aussi simple que ça. Point final. Et le pire dans tout ça, c'est que cette situation n'aurait dû surprendre personne. Ce n'est pas comme si personne n'avait rien vu venir. Les avertissements étaient là, noir sur blanc. Des conflits précédents avaient déjà montré que l'Iran était bien plus résistant qu'on ne le pensait. Les plus hauts gradés de l'armée, comme le général Kane, les services de renseignement, tout le monde avait prévenu que ce serait un conflit long, un bourbier sans solution militaire évidente. Et pourtant, on a choisi de ne pas écouter. Au fond, cette citation résume tout. La véritable défaite, ce n'est pas le jour où on signe l'armistice. C'est bien avant. C'est le moment où une grande puissance se retrouve coincée à continuer un combat sans même plus savoir à quoi pourrait ressembler la victoire. C'est ça, le cœur de l'impasse stratégique. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le seul cas de l'Iran. Dans notre monde du XXIe siècle, avec ses conflits asymétriques, où l'économie, la géographie, l'information sont des armes aussi redoutables que des missiles, est-ce que la puissance militaire brute, à elle seule, peut encore vraiment garantir la victoire? La notion même de victoire militaire a-t-elle encore un sens? C'est peut-être la grande leçon à tirer de toute cette histoire. Merci d'avoir suivi ce décryptage.